Le Bénin est ainsi sacré champion du monde en doublette mixte en venant à bout de la France, 13 points à 8 grâce aux immenses Marcel et Laimont. Une première dans cette catégorie. En tout cas, avec ce que nous observons à l'écran, il n'y a pas de doute qu'il y a 2 points. Voilà. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, pour la première fois de son histoire, le Bénin, champion du Bénin, champion du monde, Jean-Pierre Molaté. Quel événement, quelle effervescence ici. Regardez, Sambo Laimont, le Bénin, au 7e siècle. En finale de la doublette masculin, le Bénin s'est incliné face à l'équipe française. Les Guépards finissent donc vice-champions dans cette catégorie. Qui prend sa revanche sur le Bénin au niveau de la doublette la France. Le Bénin s'est offert 2 médailles dans la première phase des 50e mondiaux de pétanque qu'il a accueillis dans sa capitale économique, Cotonou. Laimont Sambo et Marcel Gbetablé ont décroché la médaille d'or dans la catégorie des doublettes mixtes au détriment de la France. Parce que je me disais que rien n'est impossible dans la vie, il faut essayer pour pouvoir y arriver. Mais la chance était de notre côté, ils n'ont pas démérité aussi parce que l'équipe en face n'est pas une petite équipe non plus. Mais la détermination était là et la gagne. J'avais vraiment une envie parce que j'avais la rage de gagner. On n'a jamais reçu le mondial et pour la première fois, et on remporte en doublette mixte, c'est extraordinaire. Maintenant, la pétanque peut devenir le sport roi au Bénin. Je suis très content. Moi-même, je ne crois pas que je peux gagner cette équipe-là. Parce que c'est une grande équipe. Et Dieu m'a accompagné. Tout tenu bon pour gagner. Je suis très content. Je suis fier de moi-même. C'est vrai qu'au début, on n'a pas pu concrétiser les occasions parce que j'étais un peu faible au début. Et on a été mené 9-0, 0-9. Après 3-9, 3-12, avant qu'on ne commence pas à remonter. Mais j'allais souvent dire peut-être qu'on avait le moral haut parce qu'on jouait autant. Et donc on arrivait à garder le mental parce qu'on était mené. L'adversaire jouait coûte que coûte pour pouvoir saper notre moral, mais on avait gardé le moral haut. Et la touche, le public était avec nous et on a pu au moins avoir une force pour pouvoir surmonter cette pression qui nous a conduit à la victoire. Quand l'adversaire est devant, tu es derrière, tu te vois déjà abattu. Tu vois que bon, tu ne pourras pas le rattraper. Comme je l'avais dit, c'est autant, donc tout est encore compliqué. Parce que quand tu es en avant, comment faire pour gagner quelques temps, pour peut-être ralentir le jeu et saper le moral de l'adversaire, c'est ça. Mais bon, nous, on a eu au moins le moral haut, on a gardé. Mais c'est pas facile, c'est pas facile de quitter loin et de venir gagner. Tu as toute la pression sur toi, tu n'as plus droit à l'erreur et on a pu le faire. Et le tête-à-tête contre la Thaïlande, c'est pas à cause de cette pression. C'est vrai qu'il a mal démarré, il a des mains où il doit tirer pour le point. Je laissais tuer un point. Et il était à 6-1. Je l'ai rattrapé à 10-10. Ce qui m'a beaucoup fait mal, c'est la main où je devais tirer. Parce que je devais faire un carreau pour gagner. J'ai tiré 2 fois et j'ai manqué le dernier tir. L'avant-dernière main et la dernière main. Bon, c'est un jeu, je n'ai pas été déçu de ma performance, mais je pouvais gagner, c'est ce qui me fait mal. Et le Thaïlandais, ce n'est pas un petit joueur. J'ai au moins montré que je suis là, devant mon public, que je tire chapeau, que je remercie vraiment pour leur soutien. Et bon, je leur promets de faire mieux en doublette comme on est qualifié pour les demi-finales. La deuxième main, c'est vrai, je voulais avoir 3 points, mais je ne pouvais pas parler de cette deuxième main parce que l'avant-dernière main, j'avais la gagne en main. Je tirais, je faisais carreau, je gagnais. Donc je ne pouvais plus parler de cette deuxième main. Peut-être cette deuxième main pourrait changer le cours du jeu. Ça pourrait créer un peu de la pression sur l'adversaire, mais bon. J'ai perdu, c'est pas là, j'ai perdu. Ce projet impacte 2 communes. La commune d'Abomey-Calavi et la commune de Ouidah. Comme vous le savez, les mangroves, c'est un véritable écosystème. Et nous avons le devoir de le protéger. Et les palétuviers, les populations qui sont ici ont l'habitude de les détruire. Nous sommes en train de faire un travail pour les sensibiliser, pour leur montrer l'importance de cet écosystème qui est un grand réservoir, un grand puits à carbone. C'est donc pour moi un ainsi honneur de procéder à la mise en service de la BAC motorisée acquise dans le cadre du projet de restauration des mangroves de Togbin à Donkor et de Vodunto. Les mangroves constituent
un grand puits de réservoir de carbone et permet à notre pays d'être sur le marché carbone. Et ça va faire bénéficier cette commune des ressources économiques qu'on peut mettre en valeur. Il s'agit ici des fidèles de la chapelle constitutionnelle du Christ, CCC. Ils renouvellent ce 9e jour du 9e mois au titre de l'année 2023 sur le site de Glodjigbe, leur alliance avec le Dieu de CCC, Dieu de Totimé. Cette alliance est scellée sous la houlette du général prophète Tcherné Totimé, fondateur de la chapelle constitutionnelle du Christ. 9 septembre, c'est un jour significant pour l'église CCC. La date du 9 septembre est une date mémorable pour CCC et l'homme de Dieu, le prophète Tcherné Totimé, qui est celui par qui ce ministère est arrivé, est en train de nous rappeler aujourd'hui que c'est le jour de l'alliance de CCC avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu se manifeste dans chaque génération, il a une alliance particulière. Quand il s'est manifesté au temps de Noé, il a une alliance avec Noé. Quand il s'est manifesté au temps de Moïse, il a eu une alliance avec Moïse. Quand il s'est manifesté à David, il a eu une alliance avec David. Donc chaque génération, avec chaque génération, Dieu a une alliance. À CCC, il a donné la date du 9 septembre pour se rappeler de sa promesse pour CCC, de ce qu'il a demandé à son serviteur de faire, afin qu'il soit avec lui, avec tous ceux qui vont venir à lui pour l'adorer. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer cette date-là, nous sommes en train de rappeler cette alliance, nous sommes en train de renouveler cette alliance avec le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham qui est en même temps le Dieu de Totimé. Et quand on marche dans l'alliance, quand on renouvelle l'alliance, Dieu se rappelle de sa parole et il agit fidèlement, il marche fidèlement selon le premier plan qu'il a eu avec son serviteur. Donc l'alliance décide des conditions particulières. À l'occasion de ce géant programme d'alliance avec Dieu, tous les fidèles présents ont communié au corps et au sang de Jésus-Christ, qui, pour le général prophète Tcherné Totimé, est symbole d'un repas qui donne vie en Jésus. Commémoration de la Sainte Seine, initiée par Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples. Aujourd'hui, nous avons encore commémoré la Sainte Seine. Nous avons pris la Sainte Seine. Au temps de Jésus, Jésus disait, rappelez-vous de la Sainte Seine. À chaque fois que vous allez communier à la table sainte, vous rappelez ma souffrance, ma mort et ma résurrection. Aujourd'hui, nous l'avons encore fait pour rappeler l'œuvre sacrificielle de Jésus. Alliance que me donne Jésus Christ, c'est pour le corps de Christ total. Pour chaque personne qui va Jésus Christ dit. Louange, adoration et prière, tout était au rendez-vous pour entrer en contact avec Dieu. On assiste également à un long fil de prise de parole pour témoigner de la fidélité, de la grandeur et de la puissance de Dieu de Totimé. Le général prophète Tcherné Totimé n'a pas manqué d'inviter toute la population béninoise et d'ailleurs à venir goûter aux merveilles et à la puissance de Dieu de CCC. Et enfin, l'homme de Dieu invite toute personne qui suit CCC de loin, de ne pas rester loin pour juger, mais de se rapprocher de CCC, de venir voir. Pourquoi? Parce que quand tu es prophète, l'appel que tu as, ce que tu es appelé à faire, c'est différent de ce qu'un pasteur est appelé à faire. C'est différent de ce qu'un apôtre est appelé à faire. C'est différent de ce qu'un évangéliste est appelé à faire. C'est un prophète. Dieu l'a appelé dans un ministère prophétique que nous venions expérimenter la puissance prophétique de Dieu et là nous pouvons vraiment savoir si vraiment c'est de Dieu que cela vient. Voilà, ne gbogbo koko le me wa mi mu juger now. E mu ye wo na enye be dona gbeda ebe mi tester gbogbo wa, mu gbogbo mi juger gbogbo wa. Et c'est le 9 septembre de tous les années.
et c'est une fête d'alliance. Nous renouvelons notre alliance avec Dieu que nous adorons. Et quand tu es ensemble avec Dieu, il est important de pouvoir lui renouveler tout ce qu'il fait dans ta vie. Et nous sommes confiés au Dieu Tout-Puissant et il reste ensemble avec nous. Il nous protège pendant toute l'année et dans toutes les circonstances. Ce que moi je gagne précisément est que nous avons l'assurance. Et nous avons l'assurance dans l'adoration de Dieu ici à CCC. Et Dieu nous prouve et nous montre toujours combien de fois il est capable de gérer nos situations. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour renouveler notre alliance avec Dieu. Et je veux dire, moi, je vais témoigner un peu de moi. Je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Mais par la grâce, par l'alliance, j'ai pu faire ce que j'ai pu réaliser beaucoup de choses aujourd'hui. Et je bénis l'Éternel. J'ai gagné beaucoup de choses dans CCC. Je peux même vous dire que depuis que je suis venu à CCC, CCC a changé ma vie. CCC a changé ma vie. Je viens de très loin avant de venir dans CCC. En un mot, CCC a changé ma vie. Nous ne pouvons commencer sans remercier le Dieu de Totime, le Dieu de CCC, le Dieu qui nous a toujours protégés et qui continue toujours de nous protéger. Avec le Dieu de Totime, nous avons l'assurance de la protection divine. Nous savons que ce Dieu-là, il nous protège contre tout le mal que l'ennemi peut vouloir nous faire. Donc nous le remercions par rapport à ça. Le Dieu de Totime, c'est le Dieu qui nous accompagne tous les jours dans nos allées, dans nos retours. Et c'est le Dieu qui nous permet de pouvoir affronter toutes les difficultés de chaque jour. Donc c'est un Dieu protecteur, c'est un Dieu de grâce. Il nous fait la grâce dans toutes nos actions. CCC, c'est une église qui faisait du bien à tout le monde. Tout le monde a envie d'arriver à CCC. Je ne sais pas si c'est les handicaps ou c'est les jeux d'ennemis. Mais moi, je compte aujourd'hui sur Dieu. Selon tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu. Bon, Dieu lui prête une longue vie. Expulsion forcée, menaces, actes d'intimidation et tromperies contre les populations locales. Telles sont notamment les accusations portées contre les multinationales exploitant le cuivre et le cobalt dans le sud-est de la République démocratique du Congo. C'est Amnesty International qui a lancé l'alerte dans un rapport publié mardi intitulé « Alimenter le changement ou le statu quo ». Dans ce document, Amnesty International et l'Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains, une organisation basée en RDC, se penche sur l'impact sur les droits humains de 4 projets dans la région minière de Kolwezi. Les 2 ONG soulignent que les populations riveraines ont été forcées de quitter leurs maisons et leurs terres agricoles pour permettre l'expansion des activités minières. La RDC fournit plus de 70% du cobalt mondial, métal crucial pour les batteries utilisées dans l'électronique et les voitures électriques. Seulement, la nécessité de décarboner l'économie mondiale ne doit pas engendrer de nouvelles violations des droits humains, rappelle Amnesty. Au Rwanda, de nouvelles mesures gouvernementales imposent au monde de la nuit, restaurants et bars de cesser leurs activités à 1h du matin en semaine et 2h du matin pendant le week-end. Une disposition qui visera à réduire le bruit sonore dans les grandes artères de Kigali, mais qui impacte les entreprises. Certains craignent une réduction du nombre d'employés quand on sait le poids de cette industrie dans l'économie rwandaise. Tous les bars et restaurants doivent se conformer à ces nouvelles réglementations et je pense qu'il y a une bonne raison à cela. Nous, responsables d'entreprise, nous devons simplement nous adapter et trouver des solutions innovantes pour répondre aux heures de fermeture plus précoces. Mais pour l'instant, je dois dire que de nombreuses entreprises ont été touchées d'une manière ou d'une autre. Un autre secteur impacté, celui du transport et plus particulièrement les chauffeurs de VTC et les taxis, très sollicités à ces heures de la nuit. Avec l'obligation de cesser toute activité après minuit, ces derniers devront s'habituer à avoir moins de clients, ce qui signifie une réduction de leurs bénéfices. Ce chauffeur ne cache pas son inquiétude.
Je suis chauffeur de taxi la nuit. J'avais l'habitude de transporter 5 à 10 personnes chaque nuit. Maintenant, je n'en transporte plus qu'une ou deux. Les bars ferment tôt et en même temps, de nombreux chauffeurs doivent se faire la concurrence pour avoir des passagers. Le 13 septembre 2022, le Kenya tournait la page Uhuru Kenyatta. William Ruto prenait les commandes du pays. Une année après, les Kenyans jugent la gestion à mi-parcours de leur président. Alors que de nouvelles taxes ont été instaurées dans la loi des finances 2023-2024, William Ruto a supprimé des subventions sur les carburants et certains produits alimentaires. Un an après les élections, nous n'avons vu aucun changement sur le plan économique. En fait, les choses vont de plus en plus mal. Il y a des débats, mais très peu d'actions. Ces gens ont promis le paradis sur terre, mais nous ne voyons rien. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Les prévisions de croissance pour 2023 s'annoncent inférieures au plus 4,8% de 2022, plombées notamment par une monnaie en dépréciation continue et une dette record de 64,4 milliards d'euros. Si j'ai quelque chose à dire concernant le premier mandat de Ruto, je dirais qu'il s'agit d'une période extrêmement difficile pour deux raisons. Premièrement, l'environnement mondial n'est pas facile. Deuxièmement, les politiques mises en place n'ont pas été efficaces. Certaines d'entre elles ont dû être annulées. Fer de lance de l'Afrique de l'Est, l'économie kenyane a été sérieusement ébranlée par le Covid-19, puis l'onde de choc de la guerre en Ukraine. Je suis très inquiet de la direction que nous prenons. Si nous maintenons un environnement où le coût des biens est élevé, où le chômage est important, où les impôts pèsent sur les populations, il est très difficile de créer un environnement de prospérité dans ces conditions. Les opposants ont tenté de capitaliser sur le mécontentement général, organisant 10 jours de mobilisation émaillés d'affrontements qui ont fait 50 morts, selon des ONG. Face à l'ampleur du réchauffement climatique, 9 États insulaires se sont tournés lundi vers le tribunal international du droit de la mer. Ils attendent des juges qu'ils déterminent si les émissions de carbone absorbées par les océans peuvent être considérées comme de la pollution et, dans l'affirmative, quelles sont les obligations des pays en matière de prévention. La raison pour laquelle les petits États insulaires ont pris l'initiative, ont été au premier rang en ce qui concerne cette initiative, c'est qu'il n'y a pas d'autres endroits où aller. Il n'y a pas d'autres endroits. Il s'agit donc pour nous de nos moyens de subsistance. Mais si l'on considère la situation dans son ensemble, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une question d'humanité. La plainte vise des grands pollueurs qui doivent réduire leurs émissions. Les États insulaires attendent du tribunal basé à Hambourg en Allemagne des décisions juridiquement contraignantes, différentes de promesses, trop souvent foulées aux pieds. Nous souffrons littéralement de toutes les conséquences. Par exemple, nous avons des sécheresses, des inondations, des ouragans plus féroces et plus fréquents, des vagues de chaleur, des feux de brousse. Nous avons même perdu une partie de notre littoral à cause de l'élévation du niveau de la mer. Les États insulaires sont particulièrement exposés à l'impact du réchauffement climatique, avec notamment la montée des eaux. Au cœur de cette affaire se trouve le traité international qui oblige les pays à prévenir la pollution des océans. Cela devrait aider à compléter la diplomatie climatique qui a lieu lors des différentes COP. Il s'agit donc d'une voie complémentaire pour faire en sorte que les dirigeants du monde entier renforcent leurs ambitions afin de s'assurer que nous réduisons les réchauffements de la planète. Selon le rapport annuel sur l'état du climat, près de 60% des eaux de surface de 2 tiers de la planète couvertes par les mers ont connu au moins une vague de chaleur marine en 2022.
Le roi Mohamed VI s'est rendu mardi au centre hospitalier universitaire de Marrakech. Il a visité le service de réanimation et celui d'hospitalisation des victimes du séisme. Le tremblement de terre survenu vendredi dernier a fait plus de 2900 morts et 5600 blessés. Le roi, qui était suivi pour ses problèmes de santé en France au moment de la tragédie, est rentré dans son pays. Samedi dernier, il avait présidé une réunion consacrée à l'examen de la situation et les mesures d'aide aux populations touchées. Parmi les mesures adoptées, l'installation des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans les zones enclavées. Les cas graves sont transférés à Marrakech. Selon le chef du gouvernement Aziz Akanouche, des solutions sont à l'étude pour les sans-abri. Avant de quitter le centre hospitalier de Marrakech, le roi Mohamed VI a fait un don de sang et s'est offert un bain de foule. Endeuillé par un séisme meurtrier, le Maroc n'a toujours pas répondu à l'offre de la France. Depuis, la polémique enfle dans le camp politique. Pourquoi Rabat n'a accepté que l'aide de la Grande-Bretagne, de l'Espagne ou encore du Qatar? La Française Sylvie Brunel voit dans ce refus les ambitions du Maroc de faire respecter sa souveraineté. Il y a ce contentieux franco-marocain qui explique cette lenteur et puis aussi peut-être une certaine orgueil, une certaine dignité des Marocains qui n'ont pas envie d'apparaître comme le pauvre pays meurtri que la grande sœur française vient charitablement aider. Mais il faut aussi transposer. Si nous avions, nous, une catastrophe aujourd'hui sur notre territoire, ou quand les États-Unis ont eu le 11 septembre 2001, personne n'entre sur le territoire d'un pays qui est à la fois souverain, et le principe du droit international public, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc bien sûr que c'est une décision politique. Il y a une géopolitique de l'aide humanitaire, comme il y a une géopolitique pure, et l'aide humanitaire, c'est un pouvoir comme un autre. Selon plusieurs experts, Rabat ne pardonne pas à Paris son intransigeance sur le statut du Sahara occidental et son rapprochement avec l'Algérie. De plus, pour cette géographe, le Maroc veut être libre de choisir ses partenaires. Ce séisme marque un tournant, une inflexion dans les relations internationales où le Maroc, qui aspire à un statut de puissance régionale, entend rester le maître de son calendrier et ne pas dépendre de l'assistance française. Il faut vraiment voir ce moment comme un moment historique qui marque l'émergence des Suds. La Libye en proie aux inondations après le passage de la tempête Daniel. Des milliers de personnes ont péri à Derma, ville de 100 000 habitants dans l'Est, alors que plusieurs autres sont portés disparus. Outre le bilan humain sur le plan matériel, les dégâts sont aussi considérables. Tableau dressé notamment par le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de la région. L'énorme quantité de pluie accompagnée de vents violents a causé la mort de milliers de citoyens et en a blessé des milliers. Les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes disparues qui ont été emportées par de fortes inondations qui ont provoqué l'effondrement d'un certain nombre de bâtiments publics et privés. Le nombre de personnes touchées est très important. Les dégâts sont énormes, il est difficile de les décrire ou de les mesurer. La tempête a également frappé Benghazi et le district montagneux de Jabal al-Akhdar. Des inondations, des coulées de boue et autres dégâts majeurs ont été signalés dans l'ensemble de la région. Nous avons donné des instructions immédiates pour exploiter toutes les capacités, fournir le soutien nécessaire en équipements médicaux, mobiliser des convois médicaux et attribuer des points de refuge à ceux qui ont perdu leur maison. Le gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale de son côté, a annoncé lundi 3 jours de deuil national et a souligné l'unité de tous les Libyens face à la catastrophe.